Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars 2021 et aujourd'hui nous allons nous pencher sur certaines choses. Nous allons nous pencher sur le RSI comme prévu. Alors j'aurais dû le faire hier, malheureusement je n'en ai pas eu l'occasion. Nous allons nous pencher donc sur le RSI dès aujourd'hui, un oscillateur très utilisé, très répandu, que je conseillerais avec notamment l'utilisation d'Ishimoku. Même sans d'ailleurs, c'est un très bon oscillateur qui indique le momentum, la force de la tendance. Mais aujourd'hui, on va également faire un point sur le Bitcoin, après une annonce majeure qui a créé un net repli, une prise de bénéfice sur les crypto-monnaies, mais principalement sur le Bitcoin, une annonce qui nous vient d'Inde. Nous allons faire un point là-dessus, mais d'abord, nous allons nous pencher sur la séance de la veille avec des indices américains qui ont terminé en nette hausse. Le S&P 500 a gagné 0,65%, le Dow Jones 0,53% et le Nasdaq, retour des valeurs technologiques, bondit de 1,05%. Le Russell 2000 parvient à gagner 0,31%. Alors, quel est le contexte de marché? Comme d'habitude, on a justement ces perspectives de réouverture que l'on commence à clairement envisager, grâce notamment à la campagne de vaccination. Vient s'ajouter à cela le plan de relance de 1900 milliards de dollars qui continue de booster Wall Street. Mais il faut tout de même, je pense qu'il y aura une certaine prudence avant notamment la Réserve fédérale américaine demain. Les indices américains ont également favorisé de la hausse du secteur des compagnies aériennes qui ont vu leur trafic atteindre un plus haut niveau depuis un an. Donc trafic aérien à un plus haut niveau depuis un an aux États-Unis, et c'était en semaine dernière. Il y a même certaines compagnies aériennes qui ont fait état d'une amélioration continue de leurs réservations touristiques. C'est le cas de Delta Airlines, Southwest Airlines et JetBlue Airways. Donc voilà concernant les catalyseurs haussiers à Wall Street. Il y a tout de même ces craintes justement inflationnistes qui sont dues au rebond économique qui pourraient modérer ces hausses justement dans l'attente de l'annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mercredi, donc demain. Donc c'est peut-être un facteur qui pourrait modérer toute tentative haussière à Wall Street. Alors sur le vieux continent, on l'a vu hier, il y a eu un repli assez brusque. Il y a eu des doutes concernant le vaccin AstraZeneca et donc ça a entraîné les indices dans le rouge. Lundi, nous avons eu l'Italie, la France et l'Allemagne qui ont suspendu temporairement l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca dans l'attente d'un avis sanitaire européen de l'AEM en cours de semaine. Ça devrait être, il me semble, dès demain. On notera en France la Banque de France qui a revu en hausse à 5,5% sa prévision de croissance de l'économie française en 2021, tout en pariant donc sur un rebond des dépenses de consommation au second semestre. On a pris connaissance également des ventes au détail. On va prendre connaissance aujourd'hui des ventes au détail. Ce sera le chiffre le plus attendu de la séance. On connaît cette importance des ventes au détail. On en a parlé hier. On en a parlé lors du point hebdomadaire les 10 graphiques à connaître et c'est donc le chiffre qui sera le plus attendu au cours de cette séance. Hormis cela, nous allons prendre connaissance de l'indice ZOO en provenance d'Allemagne pour le mois de mars et les données concernant la production industrielle aux États-Unis à 14h15. Voilà pour les données. Ce que l'on attend le plus, ce sont les ventes au détail aux États-Unis. On s'intéresse à présent au Bitcoin. Nous allons commencer par cela. Après avoir abordé le Bitcoin, détaillé le Bitcoin, nous allons nous intéresser par la suite, comme d'habitude, aux indices pour passer aux matières premières et terminer par le marché des changes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons appris hier que l'Inde devrait proposer une loi qui interdit les crypto-monnaies. Donc on va résumer ce marché-là, les actifs numériques notamment, dont la capitalisation de ces actifs en circulation s'élève actuellement à 1700 milliards de dollars avec un volume d'échange quotidien moyen enregistré à 142,8 milliards de dollars. Alors la domination du marché par le Bitcoin est passée à 61,4%. Et nous avons eu donc une négociation sur ce marché-là qui a continué à augmenter en février.
À noter notamment que les bourses, et là j'ai quelques graphiques pour vous, on va illustrer tout cela car c'est assez important pour les crypto-monnaies. On a eu des bourses de crypto-monnaies qui ont enregistré 400 millions de visites de sites web le mois dernier. On peut le voir ici, hein, c'est en nette hausse. On n'est pas au niveau de janvier 2018, mais nous avons eu tout de même une hausse constante. Et c'est une activité plutôt élevée que l'on a pu voir en février. Février, cela correspond à quoi concernant au Bitcoin? C'est justement au franchissement des 50 000 dollars. Pour la première fois, lorsque l'on est allé chercher les 58 000 dollars. Alors on va faire un point tout de même, hein, sur ce projet de loi. C'est une des politiques les plus strictes au monde, hein, contre les crypto-monnaies. Ça va criminaliser la possession, l'émission, le minage, le trading et le transfert de crypto-monnaies. Et c'est une source sûre, hein, c'est un fonctionnaire qui a rapporté cela à Reuters. C'est une nouvelle qui vient s'inscrire, hein, dans le cadre d'un programme gouvernemental qui date de janvier, qui préconisait d'interdire les monnaies virtuelles privées telles que le Bitcoin, tout en établissant un cadre pour une monnaie numérique, officielle. Alors, selon cette réglementation, les détenteurs de crypto-monnaies auraient jusqu'à 6 mois pour liquider leur position. Et bon, très certainement, et selon des responsables proches du dossier, le projet de loi sera promulgué justement. Pourquoi? Car le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi détient la majorité au Parlement. Alors c'est la première fois que l'on va aussi loin, mais ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement s'attaque au secteur des crypto-monnaies. Souvenez-vous, en 2017, la Chine avait interdit tous les échanges de crypto-monnaies. On avait de nombreuses plateformes qui avaient fermé leurs portes et pour continuer justement leurs activités, pour continuer à commercer ces actifs, les Chinois se sont simplement tournés vers des services qui étaient situés en dehors de Chine, dont notamment des exchanges qui étaient situés à Hong Kong. Alors, en Chine, il n'est pas illégal de posséder des crypto-monnaies, hein. Cette législation interdit uniquement les paiements et les transactions. L'Inde va encore plus loin que la Chine et interdit même la détention. Donc, si c'est promulgué, ça devrait être le cas en Inde. Si on détient des crypto-monnaies, on est clairement hors la loi. Et donc cela nous a poussé à une situation, on a eu des liquidations de positions, de positions à l'achat, que l'on peut voir, hein, sur ce graphique, les liquidations des positions à l'achat, long liquidations. On a eu plus d'1 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées par les crypto-bourses au cours des dernières 24 heures, principalement en Bitcoin, Ethereum et Polkadot. À noter que les bourses de crypto-monnaies ont dû liquider ces positions justement car elles étaient trop en perte, hein. Il y avait des traders qui avaient tenu des positions, qui étaient persuadés que le Bitcoin allait repartir à la hausse, qui étaient donc clairement dans le rouge. Et donc le repli que nous avons constaté hier a creusé davantage leurs pertes. Et donc ces traders-là ne pouvaient plus remplir les exigences de marge de ces positions, des positions qui, je vous le rappelle, sont à effet de levier. Donc forte liquidation hier. Concernant le Bitcoin, la plus forte liquidation, la plus importante était chez UOB, que l'on retrouve ici. Mais ici, on retrouve, hein, le graphique, les données d'une manière globale. Mais concernant le Bitcoin, c'était UOB qui a liquidé pour 19 millions de dollars de position. Pardon. Donc voilà pour ce point crypto-monnaie. Ceci étant dit, on va pouvoir s'intéresser à ce graphique crypto. Et ici, ce qui va nous intéresser, on va également s'intéresser au RSI. Alors, comment utiliser le RSI? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les niveaux de surachat que l'on retrouve ici à 70 et le niveau de survente que l'on retrouvera à 30. Alors, lorsque l'on ajoute le RSI, j'ai pour habitude d'utiliser le RSI 14, je vous suggérerais d'ajouter ces bandes, hein, des bandes 70 et 30. Hein. Vous pouvez même, malheureusement, je trouve que ce n'est pas assez visuel sur la plateforme, je dois l'avouer. On peut même ajouter on peut même ajouter des petites choses comme ça, un rectangle rouge pour avoir une meilleure visibilité, et en bas ajouter par exemple un rectangle vert ou inversement. Ça permet une meilleure visibilité de lorsque l'on entre en zone de surachat ou en zone de survente. Il y a plusieurs manières d'utiliser le RSI. Une des manières, c'est justement lorsque l'on atteint cette zone de surachat, cela nous indique qu'on pourra avoir un retournement de tendance, le mieux étant d'attendre
attendre un refranchissement à la baisse de cette zone. Certains utilisent cette stratégie pour détecter les retournements de tendance. Inversement, lorsque l'on passe ici en survente, on attend que l'on repasse au-dessus du niveau des 30 pour, par exemple, acheter. Mais le meilleur moyen, selon moi, d'utiliser le RSI, ce sont les divergences. Et là, ici, en données hebdomadaires, on a un excellent exemple. Qu'est-ce qu'une divergence de RSI, justement? C'est lorsque, par exemple, c'est ce que l'on retrouvera à ce niveau, nous avons un RSI qui marque un plus haut avec les cours, nouveau sommet de RSI, nouveau sommet de cours, pardon, mais le RSI ne parvient pas à marquer un nouveau sommet. Il part à la baisse. Et là, nous avons une divergence baissière. Et encore une fois, une divergence qui se creuse davantage avec un nouveau sommet, avec à l'issue de nouveaux records historiques, une divergence baissière qui se creuse. Et ça, c'est un réel signal baissier selon moi. Je pense que c'est beaucoup plus, que c'est vraiment optimal. C'est l'utilisation selon moi optimale du RSI. On va essayer de le voir en journalier. On la voit ici, une divergence à nouveau en journalier. On vient marquer un sommet. On a un pic ici de RSI. On marque un nouveau sommet avec des records historiques et on ne parvient pas à le faire concernant le RSI 14. On vient se placer très justement, pratiquement au niveau des 70. Et donc, c'est une divergence baissière, c'est un signal baissier. Alors cela, en l'alliant à Ishimoku, je trouve que c'est vraiment la meilleure utilisation, mais également avec le raisonnement concernant la zone de surachat, de survente, surtout lorsque vous êtes au-dessus du nuage. Par exemple, là, vous avez un signal, on est sorti du nuage, et donc cela vous permet de jauger la force de la tendance et d'anticiper d'éventuels retours à la moyenne, notamment. C'est comme ça que je l'utilise personnellement, c'est ce passage en zone de surachat, comme on peut le voir ici, laisse présager un retour à la moyenne lorsque le RSI se replie, donc un retour à la Kijun. Donc cela peut vous servir pour rentrer en position dans une tendance haussière lorsque vous avez manqué le signal. C'est un moyen de l'utiliser. Je le fais comme ça lorsque j'ai manqué le début d'une hausse. J'attends que l'on repasse, qu'on passe en zone de surachat, que l'on repasse en dessous des niveaux de 70, qui me permet d'entrer en position. Ici, on a un très bel exemple. À ce niveau-là, justement, si on a manqué le buy, l'achat, lorsque l'on repasse en dessous des 70, on peut s'attendre à un retour à la moyenne ici. Nous étions à ce niveau-là. On se dit, tiens, je repasse sous les 70, je vais peut-être aller tester ma Kijun, ce que j'appelle le retour à la moyenne. Et là, c'est un point d'entrée optimal pour profiter de la hausse. C'est une des manières de l'utiliser. On se base sur le momentum du mouvement haussier. Et sinon, nous avons bien entendu ces divergences. Je voulais vous en parler hier. Je n'ai pas eu le temps de le faire malheureusement. J'étais assez pressé par le temps. Et donc là, j'en profite pour faire ce point Bitcoin et également faire ce point sur le RSI. Alors, ce que je vous propose dorénavant, parce que le RSI, je vous l'avoue, je l'utilise, je vais l'intégrer lorsque cela nous permettra de nous apporter des informations, nous apportera des informations cohérentes, des informations utiles à notre trading et à notre analyse. Donc dorénavant, nous allons intégrer le RSI 14 afin donc d'enrichir notre lecture des marchés qui est déjà assez complète déjà avec le système Ishimoku, mais également les projections d'Osoda, et à tout cela nous venons ajouter toute l'actualité et les fondamentaux. Ça vous permettra donc de vraiment avoir un raisonnement qui allie fondamentaux, techniques, mais techniques avec plusieurs outils, pas seulement des croisements de moyennes mobiles par exemple. Les moyennes mobiles, je les utilise aussi, hein, je vous l'ai prouvé lorsque l'on a parlé par exemple ici, il me semble hier, c'était du Nasdaq. On voyait que la baisse ici en H4 avait été freinée par le nuage, par le haut de nuage, mais que en H1 c'était visible. On avait ce point de rebond et c'était la SMA 200 qui nous donnait. C'est la SMA 200 qui a permis de repartir à la hausse. Donc c'est un outil également que j'utilise, les moyennes mobiles, mais il ne faut pas se contenter uniquement de cernières. Donc voilà pour nos différents outils qui, j'espère, enrichiront votre lecture des marchés. Divergence, les divergences, ce sera directement ajouté, mais également les autres méthodes de lire justement
le RSI. Donc voilà pour le Bitcoin en données journalières, peut-être une éventuelle formation en ETE, hein, c'est toujours d'actualité. Nous avons, alors là on s'éloigne hein, du double sommet, on a bel et bien une vallée ici, mais on est allé marquer un nouveau sommet, un nouveau record historique. Nous avons la Tenkan qui maintient les cours pour le moment aux alentours des 55 600 dollars, avec une belle divergence baissière, donc prudence, on pourrait peut-être même aller chercher les 50 000 dollars, on est pratiquement allé les chercher d'ailleurs, mais même passer sous la Kijun pour aller chercher les 43 600 dollars. Qu'en est-il en données intraday? C'est très beau. C'est très très beau ce qui s'est passé en données intraday. Souvenez-vous, nous avions une projection de Soda que l'on a sorti de notre boîte à outils avec une projection E. Pourquoi une projection E? Je vous le rappelle, ici on a un mouvement qui est inférieur, qui est... bon, ici nous allons le mesurer. Hein, donc c'est un mouvement de, on va dire, 400 000, un peu plus de 400 000. 420 ici et nous avons un repli de presque 300, donc c'est supérieur à la moitié de 420, hein. Sinon il aurait fallu que l'on ait 210. À 210, à 50% du mouvement haussier, on choisit N. Inférieur à 50% de ce mouvement haussier, on choisit V. Et là on est supérieur, on a choisi E et c'est très précisément l'objectif qui a été atteint. Et ce qui est encore plus beau, c'est que après le franchissement de la Kijun, on a eu un très beau support. Lorsque l'on dit que après un franchissement de Kijun, le prochain support, c'est le nuage. Voici la preuve graphique, hein, le nuage a apporté un support. Et la prochaine résistance, ce sera justement ce palier de Tenkan. On aura une zone de résistance ici, entre le palier de Tenkan et le palier de Kijun, donc entre les 56 700 et les 57 260. Donc voilà pour le Bitcoin. Nous avons également l'Ether qui a trouvé en données H4 un très beau support ici. Et ce support, c'est encore une fois le nuage. On l'a un peu plus intégré cette fois-ci, certes, hein, mais on voit quand même avec quelle précision le nuage a tenu les cours avant donc cette tentative d'intégration qui a été immédiatement rejetée. Hein, le nuage rejette les cours à la hausse avec une sorte de poussée d'Archimède, hein, si je puis dire. C'est vraiment une zone de support et de résistance très forte qui freine l'évolution des cours, hein. C'est comme si ici les cours évoluent donc dans les airs et qu'on entre dans l'eau. Il y a une certaine résistance et cette résistance est même encore plus forte qu'une intégration dans de l'eau par exemple parce qu'elle va pousser les cours à la hausse par la suite. C'est comme ça qu'il faut imager le nuage. Il faut un réel catalyseur baissier pour pouvoir traverser le nuage. Il faut que les cours soient alourdis pour pouvoir intégrer le nuage et le traverser. Donc voilà voilà pour l'Ether. Nous avons également Stellar qui a donné un beau signal de hausse. Un signal de hausse qui n'a pas été validé car on est allé réintégrer le nuage. On regarde les cours ici. Franchissement de nuage. Et ça aussi c'est beau, c'est de la théorie Ishimoku, hein. Ce qui favorise le franchissement de nuage, ce sont ces fameux twists. On peut le voir, hein, le stellar longe le nuage, tente de l'intégrer, passe en dessous par un précédent twist, à ce niveau-là, mais réintègre le nuage. Il en sort ici, certes, par le bas, et ce qu'il choisit pour le traverser, c'est un twist, c'est un croisement de SSA et de SSB. Il faut attendre que la lagging span, à ce niveau-là, la Chikou span, réussisse à réellement se hisser au-dessus du nuage, et là, ce serait un réel signal d'achat Ishimoku. C'est un très bel exemple, ici, des franchissements par twist. Les cours ont pour habitude à choisir ces faiblesses de nuage, car le nuage, souvenez-vous, freine les cours. On le voit ici, on traverse par un endroit où c'est relativement, où ce n'est pas épais, car plus c'est épais, plus il y a une force de résistance qui nous vient du nuage. Et donc ici, hein, c'est l'idéal lorsqu'il y a un twist pour un franchissement. Voilà pour les crypto-monnaies. On passe dans la foulée sur le DAX. Un DAX qui a marqué une pause hier, hein. Ça a vraiment mis un coup aux indices, hein, cette annonce de la suspension du vaccin AstraZeneca. L'Allemagne l'a annoncé, la France n'avait pas d'autre choix que de prendre les mêmes mesures. Et donc, il y a eu un certain repli, hein, sur le DAX, un DAX qui est allé chercher à un point bas avant de se redresser. On se redresse aujourd'hui, 14 525 points. Qu'en est-il en données intraday? On avait des craintes ici de voir la formation. Alors bon, il y a eu une mésentente, hein, concernant les analystes chez XTB. Certains voyaient un double top. Alors moi, ce qui m'a
J'étais pas trop d'accord avec ce double top. Moi et d'autres analystes chez XTB, vous voyez, une figure en ETE, ce n'est plus la question, hein. On n'est pas allé chercher l'objectif théorique, on est allé chercher un précédent creux et on s'est ressaisi. On allait se rapprocher ici des 14 400 points sans aller les chercher avant de réintégrer et de passer au-dessus de la ligne de coup. Donc ça annule complètement. Mais pour vous montrer hein, qu'il y a toujours un débat concernant l'analyse technique, deux personnes ne voient pas la même chose, même si au final, un double top et une figure en épaule-tête-épaule, c'est quoi? Ce sont des figures de retournement, des figures de renversement, ce qui nous laisse entendre un retournement de tendance. Donc c'est la même chose au final. Que l'on voit une figure en épaule, tête-épaule ou un double top, c'est pareil. Alors on va en profiter d'ailleurs pour faire un rappel théorique. Quelle serait la différence? C'est la question que l'on va se poser. La différence, ce serait l'objectif théorique. Pourquoi? Parce que si nous avons une TE, nous avons une ligne de coup à pente positive, donc qui se redresse, et donc l'objectif théorique au point de breakout serait à ce niveau-là. Donc on en profite pour faire un peu de théorie sur les figures chartistes. Voici notre objectif théorique. Quelle serait la différence si l'on avait un double top? C'est la question. Ce serait justement cet objectif théorique. Parce que si on avait, si on avait un double top, la ligne de coup serait différente. Voilà le creux. Donc on aurait une ligne de coup à ce niveau-là, que je vais mettre également en orange et en trait plein, pour que l'on ne s'en mêle pas les pinceaux. Notre ligne de coup aurait été à ce niveau-là. Et cela change complètement l'objectif théorique de la figure chartiste. Donc ETE inversé, on va chercher 14 300 points. Et double top, vous l'aurez compris. Bon, dans ce cas-là, c'est pratiquement similaire, autant pour moi. Mais habituellement, c'est justement, quoique, hein, on serait peut-être... C'est quasiment similaire. C'est quasiment similaire dans ce cas-là, hein. Il y a quelques points de différence. Mais concrètement, c'est la réelle différence entre les deux. Alors, quoique ma ligne de coup pourrait peut-être être un peu plus... Ouais, ce serait plus comme ça d'ailleurs, pour intégrer ici ce creux. Voilà, donc la différence est minime, mais c'est la différence entre ces deux figures. Donc voilà pourquoi, au final, le débat n'aboutit pas à grand-chose, parce que on s'attend dans tous les cas à un retournement de tendance. Et cet objectif, on peut le trouver et on peut couper la poire en deux. Un objectif qui serait ici probablement aux alentours de ce précédent creux. Donc voilà la différence. Voilà pourquoi, au final, ce genre de débat n'aboutissent pas à grand-chose. C'est la même chose. Ce sont des figures de retournement. Et même si l'objectif théorique varie de quelques dizaines de points à tout casser, le résultat est le même. Nous avons un retournement de tendance. On va aller chercher un précédent support, une zone d'ailleurs qui avait été testée ici, voilà, aux alentours des 14 300 points. Ça aurait été environ l'objectif. Et l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule inversée était à 14 322. Et quand l'objectif théorique du double sommet était un peu plus bas, plus aux alentours des 14 310 points. Donc voilà pourquoi au final, qu'on ait une ETE ou qu'on ait un double top, c'est la même chose. Le tout est de déceler ces zones de retournement de tendance qui sont caractérisées la plupart du temps par une incapacité des acheteurs à prendre la main. Lorsque c'est une ETE, les acheteurs, après le sommet de la tête, ne parviennent pas à aller plus haut et ils perdent du terrain. Lorsque c'est un double top, il y a simplement deux tentatives des acheteurs d'aller franchir une zone de résistance. On échoue et les vendeurs prennent la main au niveau de la ligne de coup. Voilà pour cette parenthèse également concernant le chartisme. Je pense qu'on va pouvoir accélérer. Et d'ailleurs, concernant le DAX, on voit que si on sort du nuage par le haut ici, ça pourrait devenir intéressant. Qu'en est-il de notre lagging span? Une lagging span qui pourrait sortir du nuage par le haut. Et donc, seule une clôture horaire aux alentours des 14 564 pourrait nous donner un signal pour aller chercher les récents records historiques, ce qui nous permettrait peut-être d'aller chercher les 14 734 points. Voilà pour le DAX. On passe à présent sur le Nasdaq. C'est toujours aussi beau au vu d'Ishimoku ce que nous fait le Nasdaq. On a parlé hier pendant le point hebdo, publié l'après-midi, de cette structure que nous avons pu constater, une structure overbalance. On est allé chercher l'amplitude
très exactement du précédent mouvement baissier avant de rebondir. Et donc ça nous avait donné une indication d'éventuels rebonds, c'est le cas, mais nous avions également Ishimoku qui nous a permis d'aller encore plus loin. Et là, la lagging span a vraiment du mal. Elle a du mal à franchir notre Kijun, la Shiku span. Et donc ici, ça se matérialise par un chandelier japonais qui va avoir du mal, qui va peiner à sortir du nuage par le haut. Parce que si on sort du nuage par le haut, c'est un signal d'achat. Je vous rappelle que le signal d'achat est donné dans le présent. La validation du signal d'achat nous est donnée par la Shikuspan. C'est pour ça que la Shikuspan est appelée le filtre du système Ishimoku. Car la Shikuspan va nous filtrer les signaux et va nous permettre de faire la différence entre un faux signal et un bon signal, tout simplement. Donc ici, si on sort du nuage par le haut, ce ne sera toujours pas filtré car on aura énormément d'obstacles à la hausse. Donc on est bien loin d'avoir un signal haussier validé par la Shikuspan, par le filtre du système Ishimoku, une Shikuspan qui pour le moment vient pour une seconde fois s'attaquer à la Kijun. Est-ce qu'elle va y arriver? C'est possible, ça va dépendre du 10 ans américain. Est-ce que le 10 ans américain s'est replié quelque peu? Est-ce qu'il va se reprendre et progresser à la hausse? Je pense que ça aura une certaine importance. En tout cas, on le voit, on est allé tester très précisément le haut du nuage avant de se retirer. Donc, on pourrait peut-être même marquer une pause et rester à l'intérieur du nuage en attendant demain, en attendant le chef de la réserve fédérale américaine, en attendant Jérôme Powell. En attendant, nous, traders Ishimoku, nous gardons les yeux fixés justement sur cette lagging span et on comprend tout à fait toutes ces interactions à présent et on voit que si elle franchit la Kijun, il y a encore la Tenkan et que certes par la suite il y a une certaine marge de manœuvre, mais il y aura également une dernière rangée de chandeliers japonais. Voilà pour les données journalières. On remarquera tout de même un support ici qui est matérialisé par la Kijun en palier. Alors, le Nasdaq, tout d'abord, en données H4, avant cette petite sortie du nuage par le haut. Donc, Nasdaq en données H4. Alors, ici, c'est intéressant, hein, on a une belle résistance, et c'est justement cette moyenne mobile 200 que l'on retrouve également en H1, qui nous avait servi de support. Ça pourrait être une résistance. C'est pour ça que je l'utilise aussi sur le Nasdaq en intraday. Vous voyez ici ce beau niveau de résistance. C'est ce qui matérialise la résistance en intraday. En journalier, c'est le haut de notre nuage, de notre lagging span qui a du mal à franchir la Kijun. Et en intraday, c'est notre lagging span qui a du mal à sortir du nuage par le haut. Et nos prix qui se rapprochent, qui refusent d'aller chercher la SMA 200. Donc on prend tous les outils que l'on a à disposition. Et certes, un franchissement de la SMA 200, ça veut dire quoi d'un point de vue Ishimoku? Ça veut dire une lagging span qui sort du nuage par le haut. Et donc c'est un signal d'achat. Donc voilà pour les données H4. En données H1, je vais passer directement sur ce graphique pour garder la moyenne mobile. Mais la moyenne mobile qui, en H1, était devenu un support. Et ici, nous avons une certaine zone de résistance qui correspond à un palier de Kijun. Donc on le comprend très vite, hein. Il y a des niveaux de résistance qui seront difficiles à franchir pour le Nasdaq. C'est ce que nous donne l'analyse en triptyque sur 3 unités de temps. Et on le voit d'ailleurs, on avait même une formation en même temps que le DAX d'une éventuelle figure en ETE. La ligne de coup est en oblique haussière ici. Mais on n'est pas parvenu à sortir du nuage. On avait en dernier ressort notre Kijun qui a ramené les cours à la hausse. On a eu une sortie par le haut. Et ici, on avait eu un signal d'achat à très court terme lorsque les cours sont sortis par le haut. Et mon filtre du système Ishimoku, ma Shikuspan, l'a filtré. C'était un signal valide, un bon signal. Et effectivement, ça s'est confirmé. On aurait pu chercher comme premier objectif ce pic ici et revenir dans le passé pour chercher d'éventuels paliers. Et on retrouvait celui-ci justement et c'était l'objectif. Voilà comment raisonner. Ishimoku donne également des niveaux de support et de résistance. Pour cela, on les cherche d'abord dans le passé et on peut les chercher même dans le futur, hein, si on a des paliers. Comme ici, nous avons un palier. C'est un niveau de support.
Donc voilà pour le Nasdaq. On passe sur le S&P 500 qui est perché, hein, sur, des sommets. Les données journalières ne nous donnent rien. Ici, nous n'avons pas de vague, pas de projection, de soda. Nous avons, d'ailleurs ça me rappelle, hein, que je devrais aller vérifier sur le graphique L'Oréal. Yannick qui m'avait donc, qui m'avait, indiqué une formation. On pourrait peut-être en parler. Il faudrait que j'aille voir ça de plus près aujourd'hui. Le S&P 500 en données H4, tout d'abord, hein, on le voit, on n'est pas arrivé à l'objectif, on se replie, on marque une pause, on est sur un support qui était une précédente résistance. Cette résistance pourrait devenir support à l'heure actuelle, hein. On le voit, c'était une résistance ici, une résistance à ce niveau-là, et on pourrait aller la chercher. On n'est pas encore parvenu à aller finaliser notre vague, mais attention, hein, si on passe en dessous de ce niveau-là, parce que ça correspond justement à mon point B, on oublie ce niveau et on pourrait même s'attendre à un repli plus profond sur le S&P 500. Voilà pour les données H4. On marque une pause pour le moment. Notre point d'alerte est à 3957 points. En données H1, on le voit, on n'arrive pas à aller à ce niveau-là. On va chercher, on va jouer avec notre Tenkan, mais tant qu'on est au-dessus des 3957, on attend d'atteindre les 3975 et ensuite il faudra réussir à s'installer au-dessus. Et comme d'habitude, il faudra que le marché nous dessine quelque chose, soit une figure de retournement, soit qu'il nous donne une projection de soda en marquant un creux avant de redémarrer à la hausse. Le Dow Jones également perché, hein, en hauteur. On le voit ici, ce très beau test. Je vous rappelle, c'est ce retracement externe de Fibonacci à 127,2% qui nous avait donné l'objectif. Après l'avoir atteint de près, franchi, surpassé, on va le tester ici en pullback et on repart à la hausse. 32 908, prochain niveau, tout simplement un seuil psychologique lorsque l'on n'a pas de niveau, parce que le prochain retracement externe est très loin. On se base sur les niveaux psychologiques, et donc les chiffres ronds, tout simplement. C'est aussi bête que cela, parce que les acheteurs pourraient prendre des bénéfices, sont plus enclins à prendre des bénéfices sur des chiffres ronds comme les 33 000 points. C'est simplement de la psychologie de base. Alors, le niveau H4, on le voit, on s'installe au-dessus d'une projection de soda. Ça ne nous donne pas plus d'informations. En H1, on voit que l'on a une grosse zone de support à ce niveau-là. Cette zone de support, c'est notre Kijun et notre nuage. Le Russell 2000 qui reste sur des records également au perché. Bon, il ne nous donne pas énormément d'informations pour avoir un objectif précis. On pourrait éventuellement faire un petit Fibonacci ici avec ce repli pour avoir un retracement externe. On va s'amuser à le faire en prenant le point haut et on tire jusqu'au point bas. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ce 100%, c'était vraiment le point de départ pour les nouveaux records, tout à fait logique, parce que c'était les précédents records. Et on pourrait avoir un objectif à 2381 points si on parvient à sauvegarder sa Tenkan. Prudence, si ce n'est pas le cas, c'est retour ici aux alentours des précédents sommets, voire la Kijun, les fameux 2300 points. On l'avait dit, hein, justement, alors j'enlève les retracements de Fibonacci. On l'avait dit, les 2300 points, c'est un très gros niveau. Et vous voyez, comme la Kijun vient s'aplatir à ce niveau-là. Il n'y a pas de hasard. Lorsqu'on dit que les paliers de Kijun sont des très gros niveaux, nous l'avions détecté il y a très longtemps. On l'avait placé ici, sur ce gap, à ce niveau-là. C'était une résistance très forte. Ça a été encore une résistance très forte. Le temps est passé, il y a plusieurs bougies qui ont clôturé depuis, et Maki Jun vient s'aplatir à ce niveau-là. Donc ça vient confirmer la force de ce niveau. Voilà pour les indices. J'ai pris un peu plus de temps pour les indices aujourd'hui pour faire de la théorie, hein. Visiblement, vous en êtes satisfait, et j'en suis ravi, hein, que ça vous permette d'enrichir vos stratégies de trading. Donc on continue comme ça. Je me rattrape un petit peu par rapport à hier. J'avais pas trop eu le temps à ce niveau-là. On passe sur le gold, le métal jaune qui tente éventuellement son rebond, peut-être un pullback en direction de la borne inférieure de notre nuage. C'est ce que nous disent les données hebdomadaires. On consolide actuellement sous les 1740 $ l'once. Dernière auparavant les 1755. Actuellement, palier de Kijun. On le voit, ce n'est pas n'importe quel niveau, hein, c'est un niveau de support précédent qui avait servi de rebond.
Si on parvient à passer au-dessus des 1740, c'est direction notre Kijun. Pour le moment, on est pratiquement à l'équilibre, on est toujours dans le nuage, on ne parvient pas à en sortir. Est-ce qu'on va en sortir? Difficile à dire. On regarde le présent, on l'a rejeté, la sortie de nuage. Est-ce qu'on va la rejeter encore une fois? La clôture est dans 1h39. Ça aussi, c'est important de regarder le chronomètre ici, de voir dans combien de temps il va y avoir clôture de la bougie. Parce qu'effectivement, si la clôture de la bougie intervient dans 5 minutes, oui, il y a beaucoup de chances que l'on clôture à l'extérieur du nuage. Mais là, lorsqu'on voit qu'il est encore 1h38 avant la clôture de la bougie, on se dit qu'il y a le temps. Et en plus de cela, on voit que notre lagging span, donc maintenant à présent on passe sur le passé, après le présent, vient s'attaquer au bas de nuage. Donc difficile ici de sortir du nuage par le haut. Et je vous rappelle qu'on envisage, que l'on peut conclure, on peut dire qu'il y a eu une réelle sortie du nuage que lorsqu'il y a eu clôture. D'où l'importance de regarder cela, de regarder ici, hein, de regarder le timer, pardon. C'est très important. Parce qu'effectivement, on peut sortir du nuage et s'il reste encore 1 heure avant la clôture de la bougie, en 1 heure, il peut se passer énormément de choses. Donc c'est très important ça aussi. Gardez un œil sur cela, les clôtures de bougie. Le pétrole qui se replie. Finalement, on poursuit le scénario baissier, hein. Ce sont dans ces moments-là que le pétrole est compliqué, difficile, hein. Et c'est la hausse des stocks qui vient effrayer à l'heure actuelle. On va prendre connaissance d'un premier rapport ce soir, du rapport officiel demain, et ça fait peur concernant la reprise de la demande. Donc le pétrole agit, et c'est ce que je disais hier lorsque je parlais de la figure en ETE, a énormément de facteurs fondamentaux, a énormément de facteurs, notamment en ce moment depuis la pandémie de coronavirus. Si je puis dire, avant c'était un peu plus simple, mais en tout cas ça vient confirmer, hein, ici ce pattern de dark cloud cover. Et ça aussi c'est important le RSI. Je fais une nouvelle parenthèse, hein, excusez-moi de rabâcher là-dessus. Lorsqu'on a une formation de bougies, parce que certains ne traitent qu'avec ça, hein, ils vont attendre des étoiles filantes, des marteaux, des dark cloud cover, et j'en passe, des avalements haussiers, des avalements baissiers, et vont travailler sur le RSI. Et ici, on peut le voir, on a une belle divergence baissière. Une divergence baissière qui venait confirmer ma formation en dark cloud cover. Et c'est là que ça devient intéressant, car on le voit, on vient marquer un sommet, on en marque un nouveau, le RSI ne parvient pas, on continue à marquer des sommets, et on a cette divergence baissière qui continue de se creuser. Donc cela venait, si je puis dire, à la clôture de cette bougie le 8 mars, ça venait confirmer, parce qu'on était à ce niveau-là seulement, ça venait confirmer des perspectives baissières. Alors certes, il n'y a pas eu de repli majeur depuis, mais voilà comment l'utiliser. Le RSI et les divergences peuvent venir compléter des formations de chandeliers japonais, notamment ce Dark Cloud Cover que l'on a détaillé. Je vais très rapidement en parler. On a un gap haussier qui est comblé. On vient pénétrer le range de la veille et on le pénètre à plus de 50%. C'est là que les Dark Cloud Cover sont puissants et c'est une formation à 2 chandeliers japonais. Le Dark Cloud Cover, formation baissière. En données intraday, on repasse sous le nuage à présent. Il y avait une forte résistance, ce palier de Kijun, les 65,25 $. Alors on ne parvient pas à se hisser à nouveau au-dessus des 65 $. On le voit ici. Donc il y a une certaine tension baissière. Et les prochaines 35 minutes pourraient être cruciales, hein, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on pourrait clôturer à un certain niveau qui permettrait à la lagging span de sortir du nuage par le bas, ce qui viendrait confirmer le signal baissier qui nous a été donné à la sortie du nuage. Mais on avait un certain espace ici, j'appelle ça des trous d'air, qui ont permis une tentative haussière, mais qui a échoué au niveau des 65 $ le baril. Donc prudence, une baisse qui pourrait se confirmer sur le pétrole WTI. Même topo pour le Brent, et d'ailleurs on le remarque, hein, cette zone de résistance a vraiment poussé les cours à la baisse. On le voit en données hebdomadaires, en données journalières ici, Dark Cloud Cover, tentative de rebond, mais on repart, attention, 66,75 $ ici. Et même topo que pour le WTI, on a eu une sortie de nuages par le bas, de par d'ailleurs, souvenez-vous, un gap de rupture, car ce gap nous a permis de nous affranchir de notre nuage, donc on peut considérer que c'est un gap de rupture effectivement, hein. Ce n'est pas un gap de continuation ici.
car il n'y a pas une réelle tendance baissière qui s'est mise en place. Et on va attendre donc la clôture pour que notre lagging span puisse se désengager. Le copper, ici, éventuel signal, on le voit, on passe sous notre nuage. Et il faudra attendre que la lagging span parvienne à s'affranchir également son dernier obstacle, le nuage. Le blé, bon, on est en tendance baissière de court terme. On n'arrive pas à se hisser au-dessus des 38,2%. La prochaine cible serait à 50%, les 628. Le gaz naturel qui poursuit son repli depuis le franchissement de la borne inférieure de ce petit canal haussier. On pourrait aller chercher le précédent creux que l'on retrouve ici. C'est le creux de la fin du mois de janvier, le 22 janvier très exactement, aux alentours des 2,400. On passe sur le marché des changes, où il ne s'est pas passé grand-chose, malheureusement, pour le moment. Sur le billet vert, demain, ça devrait bouger. D'un point de vue hebdomadaire, on le voit, on est toujours capé par ce palier de Kijun, ce qui nous montre la force de ces paliers de Kijun en données journalières. Attention, on a du mal à le faire. On le voit, le billet vert s'arrête très exactement au moment où la lagging span arrive sur le haut de nuage. Et c'est ce que l'on attend concrètement. C'est ce qui pourrait nous permettre une hausse vers les précédents sommets, voire plus haut. C'est ce qui pourrait approfondir ici la baisse de l'euro-dollar. Un euro-dollar qui parvient à résister. On est plus ou moins à l'équilibre. Intéressant de voir la lagging span, la Chikou span, qui refuse ici de franchir cette oblique haussière. L'euro-dollar en données intraday, on remarquera un nuage en résistance ici, renforcé également par un palier de Kijun à ce niveau-là, et une lagging span en plein milieu d'obstacles. Donc on garde des perspectives baissières pour l'euro-dollar, des perspectives baissières dans un premier temps à court terme en direction des 1,1870, et après ce serait pour aller chercher les 1,18 voire les 1,1780. L'AUD-USD en repli, ça va dépendre du billet vert, et ici on pourrait donner un signal que l'on n'a pas donné hier, c'est le franchissement de la EMA 50, si on parvient à clôturer en dessous. La cible serait le retracement de Fibonacci à 38,2%. Toujours valide ce retracement. Le GBP-USD marque le pas ici, après avoir marqué un sommet, après avoir testé la borne haute de son canal haussier. On le voit en données journalières. On est sur un certain support, on a le seuil psychologique des 1,38 qui devrait permettre un support pour le câble, le GBP-USD. On a un nuage qui se profile ici, un nuage relativement épais, donc peut-être une prochaine reprise du GBP-USD. Ça dépendra également énormément du billet vert. GBP-CHF, c'est intéressant avec ce graphique long terme, je vous le rappelle. Ici, ce sont les données Ishimoku de long terme, donc hebdomadaire avec les cours journaliers. Nouveau pullback sur la borne supérieure du précédent canal haussier. Une borne supérieure qui était résistance pendant longtemps, qui devient support. Alors est-ce que ça va permettre une reprise du GBP-CHF? En tout cas, ça plaidera en faveur d'une reprise du GBP-USD. NZD-USD à l'équilibre, USD-CHF, on marque une pause sous résistance. Attention ici à la UD-NZD, on a failli nous donner un signal avec le franchissement de la SMA 200. On est en train de l'invalider. On se dirige vers la Kijun. Si on parvient à aller plus bas, ça pourrait être un signal baissier pour l'AUD. NZD, USDN toujours aussi rien à signaler, on marque une légère pause. Voilà pour le marché des changes, beaucoup de théories aujourd'hui. Demain, on va se focaliser sur la réserve fédérale américaine. Tous les yeux seront rivés justement vers la Fed et notamment la conférence de presse de Jérôme Powell. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. Merci pour votre soutien, pour votre présence, votre fidélité. Et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.